moment pour différencier. Parce que je vous montre ici un nuage de points qui a été obtenu en début de 6e dans un autre travail qu'on a réalisé ces dernières années et au cours du doctorat de Madame Tual. Et donc là, vous avez des enfants de collège de début de 6e. Il y en avait à peu près 1800, je crois. Donc les petits points représentent les élèves. Et donc chaque élève, et la relation est faite entre son score de compréhension en ordonnée et son score de fluence en lecture en abscisse. Donc on voit déjà l'immense dispersion des enfants de début de 6e, avec des enfants qui ont un nombre de mots lus par minute très important, d'autres très faibles, de la même façon pour la compréhension, certains comprennent presque tout et d'autres presque rien, d'accord ? Et vous voyez qu'il y a aussi une chose qui est importante à remarquer, c'est que pour un même niveau de fluence, on donne des niveaux de compréhension très divers, et pour un même niveau de compréhension, idem, des niveaux de fluence très divers. Donc même s'il y a une corrélation, une relation entre le score de fluence et le score de compréhension, cette relation, je fais trop vite, cette relation n'est pas parfaite. Cette relation n'est pas parfaite. Vous voyez que, effectivement, plus on lit de mots et mieux on comprend. Mais quand on en lit trop vite, on a tendance à peut-être un peu moins comprendre. Et quand on lit trop doucement aussi. Donc ici, simplement, ici, vous avez les 25% les plus faibles. Là, la moyenne était ici sur notre échantillon, pour la fluence et pour la compréhension, pareil. Et donc, ces cadrans, elles permettent de distinguer des élèves différents. Ici, on a ce qu'on appelle les faibles lecteurs-compreneurs, c'est-à-dire les faibles lecteurs-compreneurs, ceux qui ne lisent mal et comprennent mal, donc des enfants en difficulté générale de lecture. Ici, on a les bons, ceux qui lisent bien, qui comprennent bien, ok. Et puis, on a toute une catégorie d'élèves qui sont un peu discordants. Ceux-là, ils lisent vite, donc ils lisent bien, ils lisent au niveau de l'identification vite, mais ils comprennent très mal ce qu'ils lisent. On les appelle les faibles compreneurs. Et puis là, on a les enfants qui lisent doucement, mais qui, paradoxalement, ne comprennent pas si mal que ce qu'ils lisent. C'est en général ceux-là qui sont désignés comme étant les vrais dyslexiques. Quand on parle des dyslexies, ce sont les enfants qui ont des difficultés spécifiques du décodage, mais qui n'ont pas de difficultés forcément de compréhension. Cette énorme diversité consiste à penser que tout le monde, incite à penser que tout le monde n'a pas besoin des mêmes choses et qu'il est important de savoir quelles sont les difficultés des élèves pour pouvoir travailler cette fameuse fluence. Ce graphique vous montre ou illustre encore cette idée de corrélation imparfaite entre la fluence et la compréhension en lecture, ici avec des enfants plus jeunes, mais des enfants plus jeunes pour lesquels qu'on a séparé en lecteurs faibles et bons lecteurs, et on a mis en rapport donc l'évolution de la fluence et de la compréhension. Et on voit à chaque fois, quel que soit le groupe d'élèves, on voit à chaque fois qu'il y a une évolution positive des capacités de compréhension en fonction du développement de la fluence jusqu'à un certain point. Puis après, il y a un palier, ou voire même s'ils se mettent à lire trop vite pour les meilleurs, eh bien, il peut y avoir une diminution du score de fluence. D'accord ? Et ce qui est important aussi sur ce graphique, c'est un peu pour ça que je vous le montre, c'est que en fonction des niveaux des élèves, les franges de fluence qui produisent un accroissement de la compréhension sont différents. C'est-à-dire que vous voyez, pour les C1 faibles lecteurs, ils progressent en compréhension quand ils passent de 25 à 75 mots minutes. Pour les C1 bons lecteurs, c'est plutôt quand ils passent de 50, 60 à 125. Mais après, au-delà, ça ne va plus. Et c'est la même chose pour les CM, pour les cours moyens. Donc en fait, il est bien probable que l'augmentation du nombre de mots lus par minute doivent être ajustés les objectifs qu'on va se fixer en fonction du niveau des élèves doivent être ajustés à leur niveau actuel. C'est-à-dire que, et il doit être coordonné probablement à d'autres apprentissages, la prosodie,
les habiletés de langage et de compréhension, de sorte que les choses puissent s'intégrer les unes avec les autres pour améliorer et pour développer cette fluidité de lecture en contexte. Donc, faut-il améliorer le nombre de mots lus par minute pour améliorer la compréhension en lecture? Alors, évidemment, lorsque l'on a fait des entraînements spécifiques à l'augmentation du nombre de mots lus par minute, on observe des effets positifs chez les élèves en difficulté. Ces effets positifs sont d'amplitude modérée à moyenne, c'est-à-dire qu'on augmente, on compte ça en proportion d'écart type, donc d'écart à la moyenne, qui va de 20% d'écart type à un demi-écart type, avec un transfert sur les habiletés voisines, sur la compréhension. Mais les entraînements, si on les fait pendant un temps court et puis qu'on arrête, eh bien, les effets tendent à décroître avec le temps. Donc, ces entraînements-là, souvent, ils ont été conçus pour des élèves en difficulté, voire en grande difficulté. Donc, en fait, les entraînements fluence qu'on connaît tous, hein, qui sont faits de petits textes avec des nombres de mots lus par minute qu'on compte, sont des entraînements qui ont été faits pour des élèves en difficulté en général et qui permettent effectivement d'augmenter le nombre de mots lus par minute dans une certaine mesure. Maintenant, donc c'est important pour les enfants en difficulté d'améliorer leur nombre de mots lus par minute. Pour ceux qui ont des difficultés avec cette chose-là. Mais comme les graphiques que j'ai essayé de vous présenter avec le nuage de points, tous n'en ont pas besoin. Certains auraient peut-être besoin d'apprendre à ralentir pour mieux comprendre quand ils lisent. Donc, ça, je pense que c'est un point de vigilance important pour le cycle 3, c'est-à-dire que oui, certes, c'est important le nombre de mots lus par minute, et oui, il faut augmenter le nombre de mots lus par minute des enfants qui en ont besoin, mais si on envisage la fluence seulement de cette manière-là, il y a un risque quant à la conception de la lecture que vont avoir les enseignants comme les élèves, c'est-à-dire que lire se réduit à décoder vite. Et c'est vrai que quand on regarde certains enfants lire, on a vraiment l'impression que quand ils ont décodé un texte, ils pensent qu'ils ont fait le job. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont fait le travail et que ça s'arrête là. Et c'est vrai que c'est un risque, à mon avis, si on ne fait que cette augmentation du nombre de mots lus par minute, d'avoir des enfants et même des enseignants qui ont une conception. Un enfant qui lit bien est un enfant qui lit vite, voire même très vite. Or, il faut qu'il lise suffisamment vite pour lire au rythme de la parole, pas forcément pour lire trop vite. Donc en fait, tout ça pour dire qu'il me semble que l'objectif du cycle 3 en matière de fluence, c'est de faire en sorte que le lecteur ou l'élève devienne un lecteur expressif. Autrement dit, qu'il lise suffisamment vite, mais avec un phrasé et une intonation adaptée. Alors, je vous montre encore un tableau très compliqué, simplement parce que c'est une échelle d'évaluation de la fluence qui est une adaptation d'une échelle anglophone qui a été réalisée assez récemment par des collègues. Et cette échelle est une échelle qualitative qui, à mon sens, peut être assez facilement mise en place ou utilisée sur le terrain scolaire. Cette échelle propose d'analyser la fluence en 4 dimensions: l'expression, le phrasé, le décodage et la vitesse. D'accord ? Et ces 4 dimensions, ensuite, on peut les coder en 4 points, en 4 niveaux. Le niveau 1, c'est le plus faible. Pour l'expression, pas d'expression, monotone. Pour le phrasé, mot à mot fréquent, intonation monotone encore. Pour le décodage, des pauses longues, fréquentes, des hésitations, des faux départs, etc. Pour la vitesse, laborieux. Pour le niveau 2, là, on a, par exemple, en 2, en expression, on a un peu d'expression, mais seulement dans certaines parties du texte. Pour le phrasé, on a des phrasés de 2 à 3 mots, mais on a encore une lecture hachée. Pour le décodage, il y a plusieurs points difficiles encore, il y a des hésitations.
des erreurs de lecture, et la vitesse est lente. Et puis bon, le niveau 3, on augmente, hein, c'est mieux. Il y a des passages pour l'expression lue en partie avec expression. Il y a des mélanges pour le phrasé, de longs phrasés sans pause et d'autres inappropriés. Mais l'intonation devient en partie adaptée. Pour le décodage, il y a des ruptures occasionnelles, on peut se tromper, mais il y a quelques erreurs de lecture, peu. Et la vitesse est irrégulière. Et pour le niveau 4, eh bien là, on lit avec une bonne expression, on a un phrasé correct, etc., etc. Et on a donc une vitesse constante et conversationnelle. Donc en fait, cette grille d'analyse, il me semble, doit pouvoir permettre de donner une idée de ce que peut être une différenciation pour les différents élèves, puisqu'au cycle 3, on accueille des élèves qui ont des niveaux de lecture très, très différents. Je me suis amusée à faire 4 profils d'élèves, théoriques bien entendu, mais avec cette grille. Les élèves 1 et 2, par exemple, ce sont des élèves qui tous les deux sont lents, donc lisent lentement, mais le premier, au décodage, il a un niveau 2, donc un niveau 1, donc il fait des pauses, des erreurs fréquentes, etc. Au niveau du phrasé, pareil, il lit mot à mot, il a une expression monotone. Par contre, l'élève 2, même s'il est lent, il décode plutôt bien, il est en niveau 3, il y a des ruptures occasionnelles. Il a un mélange de phrasés longs et de pauses inappropriées, donc il a forcément il est dans un moment où il commence à acquérir ce phrasé, même s'il n'est pas parfait. Et il a il commence à mettre un peu d'expression dans son texte. Donc évidemment, même si tous les deux sont des lecteurs lents, il est bien probable qu'ils aient besoin de choses différentes. Par exemple, le premier, il a probablement besoin de reprendre le décodage. Il a probablement besoin qu'on l'aide à réviser les correspondances complexes, etc. Et puis, évidemment, il a besoin d'automatiser ça. Et puis, au niveau du phrasé, il gagnerait sûrement, parce que ça n'est plus un cours préparatoire, mais c'est un enfant de 9, 10, 11 ans, à commencer à travailler le phrasé sur des énoncés brefs qu'au bout d'une ou deux répétitions, il aura mémorisé, mais sur lequel il va pouvoir se concentrer sur la manière de prononcer les mots qu'il voit écrits. L'élève numéro 2, lui, par contre, au niveau du décodage, il a probablement besoin de l'automatiser parce qu'il est lent, mais il n'a pas forcément besoin de reprendre les connaissances explicites sur les correspondances graphème-phonème. Il a sûrement besoin, comme le premier, de travailler le phrasé, mais probablement, et l'expression, mais probablement en travaillant des choses précises sur la ponctuation, sur la modulation de l'intonation, et en travaillant sur des textes un petit peu plus longs, parce qu'il a déjà une certaine maîtrise du texte, en fait, du phrasé. Donc voilà pour 2 élèves qui sont faibles, qui apparemment ont la même vitesse, mais qui probablement ont des difficultés d'un ordre différent. Et puis, c'est pareil aussi pour les élèves 3 et 4, qui, eux, sont des rapides et irréguliers, donc ils ont déjà, je dirais, un phrasé en cours d'évolution, donc, mais qui restent encore rapides et irréguliers. Ils ont, pour les deux, des niveaux de décodage satisfaisants. Ils ont des niveaux de phrasé à peu près comparables, mais il y en a un qui a une expression monotone et l'autre qui commence déjà à lire avec beaucoup d'expressions. Et donc là aussi, pour ces 2 élèves qui sont irréguliers et rapides, il y a le 3e élève qui a probablement besoin de travailler le phrasé, l'expression. J'ai oublié de travailler sûrement plus systématiquement sur la ponctuation, sur les choses comme ça, et de travailler son expression sur des énoncés brefs, puis de plus en plus longs, puisqu'en fait, il a une expression monotone, donc sur des énoncés brefs, il peut s'entraîner à essayer de mettre un petit peu de vie dans sa voix et progressivement de rentrer dans l'expressivité pour le texte. Le 4e élève, c'est le profil du bon élève, et lui, probablement, il a encore besoin d'apprendre, mais il va pouvoir travailler sur des textes longs, travailler évidemment la syntaxe, le repérage des groupes de souffle quand c'est difficile, et puis il va pouvoir aller assez vite sur des exercices type théâtralisation, où on travaille des textes et où vraiment on met de l'expression. On est finalement on est vraiment dans l'aboutissement de la fluidité de lecture en contexte.
Voilà, donc finalement, pour terminer, juste quelques illustrations d'activités possibles. À mon sens, évidemment, pour le cycle 3, je le redis, je l'ai déjà dit, mais l'idée, c'est de parvenir à une lecture expressive. C'est l'objectif, fluide et expressive. D'accord ? Et donc, pour ce faire, il y a des activités qui peuvent être conduites pour tout le monde, hein, des lectures à haute voix, en chœur, en cascade, en écho, c'est-à-dire tout ce qui permet de faire en sorte que les enfants les plus faibles sont entraînés par le groupe parce qu'ils n'ont pas à lire tout seuls, mais ils se fondent dans le groupe. Des lectures théâtralisées, bien entendu, travailler sur le repérage de la ponctuation, des groupes syntaxiques, des liaisons, enfin toutes ces choses voilà, qui sont matérialisées dans le texte, qu'on peut matérialiser et qui peuvent être des aides pour apprendre à lire de manière expressive et avec un phrasé adapté. Ça peut être en repérant donc les marques de ponctuation, les liaisons. Bon, ça a bougé un petit peu, mais je pense que vous restituez assez facilement où vont les flèches et les petits arcs. Et puis aussi, on peut travailler, et peut-être au cycle 3, notamment au début du cycle 3, organiser des leçons carrément sur la ponctuation, le rôle de la ponctuation dans la lecture, et amener les enfants progressivement à bien connaître ces marques de ponctuation et à les utiliser quand ils lisent. Alors, je donne juste ici un exemple de type de leçons qui sont inspirées là de leçons d'enseignement explicite direct, hein, où on va avoir l'objectif d'apprendre à reconnaître les marques de ponctuation et savoir quoi en faire. D'abord de manière, je dirais marque de ponctuation par marque de ponctuation, puis ensuite de manière intégrée. Hein, donc ça, c'est certainement pour les enfants qui ont des phrasés, enfin voilà, qui sont en difficulté dans la gestion du texte lui-même. Et ce qui m'intéresse aussi dans cet exemple, c'est l'idée que, en fait, on peut très bien aussi montrer aux enfants de cette manière-là l'intérêt de respecter un certain nombre de marques dans le texte et quelle incidence ça a sur la manière dont on comprend ce qu'on lit. Donc en fait, simplement, dans cette séance-là, il est proposé que l'enseignant fasse deux lectures. Une lecture à haute voix, sans pause ni modification de la prosodie ou de l'intonation, donc une lecture monocorde, et puis une lecture experte en mettant le ton, etc., voilà, en marquant les pauses au bon endroit et tout ça, et d'engager avec les enfants une discussion avant de travailler en disant, quelle est la lecture que tu as préférée, quelle est celle que tu as mieux compris, qu'est-ce qui a changé entre les deux, bon voilà. Qui ensuite va permettre évidemment qui manque sur la diapo, donc je le rajoute, de repérer les signes qu'on a décidé de travailler ce jour-là, le point d'exclamation, la virgule, etc. De les repérer dans le texte, de redire le texte en respectant ces marques, et puis ensuite, évidemment, de proposer aux enfants des exercices sur des nouveaux textes où on va leur demander de matériellement repérer les signes typographiques, et puis de leur demander de lire à 2, à 3, de s'enregistrer pour montrer qu'ils savent comment utiliser ces signes. Donc l'idée, avec des enfants en difficulté, par exemple, c'est qu'ils aient un répertoire ou qu'ils aient un pense-bête, enfin, qu'ils sachent qu'on a des signes de ponctuation qui servent à quelque chose, qui nous indiquent comment placer notre voix, et bien sûr, évidemment, de les inciter à repérer chaque fois qu'ils auront à lire un texte, à respecter ces signes, donc de sorte que les choses s'intègrent et de sorte que les choses s'automatisent, y compris dans le traitement des signes de l'organisation du matériel du texte. Bon, et puis je pense qu'évidemment, comme j'ai essayé de le faire avec le tableau de l'échelle en 4 dimensions, il y a forcément une différenciation à penser, puisque et donc cette différenciation, elle nécessite évidemment de penser des ateliers autonomes et dirigés avec des enfants qui présentent des difficultés comparables, puisqu'évidemment ceux qui ont des difficultés de décodage encore en 6e ou au cours moyen, elles ont besoin d'automatiser et de revoir l'identification des mots et du décodage. Donc, il y a toute une série, des séries d'exercices qui existent. Hein. J'en ai noté quelques-uns. Évidemment, au cours moyen,
le retravail sur les correspondances graphèmes contextuelles qui sont souvent difficiles pour les enfants, les prononciations différentes en fonction des contextes, les contextes phrases par exemple, l'exemple du ferme de tout à l'heure, mais ou des notions ici, les notions nous les notions. Évidemment, nous on fait aucun, un lecteur expert n'hésite jamais, or les enfants en difficulté de lecture ne savent pas prendre en compte ces aspects syntaxiques qui font que c'est pas la même manière de dire les mots, même s'ils sont écrits de la même manière. Le contexte des mots, c'est plus connu et plus souvent travaillé, hein, les différentes prononciations du G par exemple, etc. Pour l'entraînement à l'automatisation du décodage, on peut aussi, avec des enfants de 9-10 ans, travailler sur des listes de mots de plus en plus longs, leur demander de lire, et puis sur des choses comme un peu les notices de médicaments ou des notices un peu bizarres, hein, où les mots sont totalement inconnus, et où donc en fait là, c'est vraiment le décodage qu'on peut utiliser. Pour mémoriser l'orthographe des mots, il y a tout plein de jeux qui peuvent être utilisés, hein, j'en ai noté quelques-uns, le loto, la tapette à mots. Et bien entendu, pour les enfants qui ont besoin d'améliorer leur vitesse de lecture, les lectures répétées, type les ateliers de fluence que de nombreuses personnes connaissent maintenant, hein, des textes tout préparés qui nous permettent de travailler la fluidité de lecture en contexte et l'augmentation du nombre de mots lus. Donc juste pour terminer, 2 exemples. La tapette à mots, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà. Hein, simplement, ça peut jouer par petits groupes d'élèves en sélectionnant, bien entendu, les correspondances graphophonologiques qu'on va travailler. Par exemple, ici, sur la diapo, j'ai mis les mots en yin. On peut voir toute une liste de mots. Il y a un enfant qui mène le jeu, qui choisit des mots, qui les lit, mais sans les montrer, bien entendu. Et puis, les autres doivent essayer de reconnaître les mots le plus vite possible. Donc, ça peut être des ateliers qui peuvent être proposés aux enfants qui ont des difficultés de reconnaissance des mots, par exemple. Donc la tapette à mots, eh bien voilà, c'est un genre de jeu de cartes, hein, sur lequel on a inscrit des mots qu'on pose sur la table. Et là, on voit je ne sais pas si on voit bien l'image, mais il y a 2 groupes qui ont des mots différents. Il y a des cartes vertes et des cartes bleues. Donc on peut jouer par petits groupes, hein, en fonction. Et on sélectionne évidemment des mots qui distinguent. C'est pour travailler des correspondances un peu complexes ou pas. Ça dépend du niveau des enfants. Ici, l'exemple était donné du yin, du yun, donc. Et puis, donc, on étale ces étiquettes et un élève qui est désigné comme le meneur de jeu pendant quelques tours, eh bien, il va lire des mots, il en choisit un sur la table, mais il ne le montre pas, bien entendu. Il le lit et les autres doivent essayer de le retrouver le plus rapidement possible. Et donc, c'est celui qui pose sa main dessus le premier à gagner. Voilà. Et les ateliers fluence, juste 2 petits mots sur les lectures répétées, puisqu'en fait, c'est la technique la plus connue d'entraînement à la fluence. Alors, je voulais faire un point là-dessus, simplement parce que, pour préciser que ce sont des ateliers qui, en général, se passent en 5 phases, c'est-à-dire que le rôle de l'enseignant change d'une phase à l'autre. Et il y a 2 phases qui me semblent très importantes. Bon, la présentation de l'objectif de la séance, mais qui me paraissent très importantes, c'est les phases 2 et 3. C'est-à-dire, c'est des phases dans lesquelles c'est l'enseignant qui lit le texte. Donc, c'est l'enseignant qui lit le texte et donc il lit en fournissant un modèle de lecture experte. Ça, c'est un temps important parce que c'est un temps qui montre aux élèves, finalement, quel est l'objectif à atteindre et qui permet aussi aux enfants de prendre connaissance du texte qu'ils vont devoir lire et déchiffrer eux-mêmes. Donc pour des élèves en difficulté, c'est des temps très importants et j'ai eu parfois l'occasion d'observer des ateliers de fluence dans lesquels ces temps-là n'existaient pas. On donnait les textes et on commençait à décoder tout de suite, voilà. Dans ces 2 premiers temps, il y a aussi un travail d'aide au décodage. Ça veut dire qu'on a repéré les mots qui sont difficiles, les mots qui vont poser problème, et on va les travailler en amont avec les enfants, c'est-à-dire on va les entourer, les repérer, les lire plusieurs fois, donc pour lire les mots qui sont des mots irréguliers, des mots complexes.
Et puis après la deuxième lecture, on s'assure quand même que les enfants ont compris le texte, compris l'histoire, en gros, enfin grosso modo, qu'ils ont compris de quoi ça parle, et que donc ça, on évacue cette difficulté-là avant de leur demander de commencer à lire à haute voix et de faire l'entraînement que l'on connaît tous, hein, où les enfants lisent de manière répétée les mots, où on repère les erreurs, où on recommence et où en fait ensuite on observe les progrès d'un texte, enfin d'une lecture à l'autre, combien de mots ils ont lus en plus en 1 minute. Donc, et en organisant aussi dans les petits groupes, pendant les lectures individuelles, des rôles. Certains, celui qui lit, il y a d'autres qui peuvent souligner les fautes, enfin repérer les fautes ou les erreurs, et puis après on peut en discuter avant de recommencer la lecture. Donc en fait, apporter un petit peu de travail un peu concerté sur ces lectures répétées. Une autre chose aussi, c'est là, pour améliorer la prosodie maintenant avec les élèves, je vais passer tout de suite au dernier, puisqu'en fait, c'était simplement de dire ces ateliers fluence, ils peuvent être utilisés pour améliorer le nombre de mots lus par minute pour les enfants qui sont les plus lents, mais pour les plus rapides ou ceux qui lisent trop vite, on peut aussi travailler sur ces ateliers en mettant l'accent sur le phrasé, la prosodie, et donc leur montrer aussi qu'au-delà du nombre de mots lus, il y a d'autres choses qui interviennent dans la lecture fluide en contexte. Voilà, et évidemment pour les enfants les plus en difficulté, rien n'empêche de passer par des énoncés brefs dans lesquels on va leur apprendre à lire d'un seul souffle. C'est-à-dire on a des énoncés brefs, là c'est un petit jeu de cartes où vous avez des expressions, avez-vous, je suis là, montez dans le bus, à table. Et donc leur demander de les lire, mais de les lire d'un seul souffle, et puis d'augmenter progressivement le nombre de mots dans les expressions, de sorte qu'ils s'habituent aussi, même quand ils sont en difficulté, à comprendre qu'il y a 2 aspects dans la lecture. Il y a le décodage automatisé, rapide, et puis il y a aussi la manière de poser sa voix, la manière de faire passer les messages. Voilà, donc écoutez, je crois que j'ai terminé. La dernière diapo de conclusion, elle va être une diapo un petit peu compliquée, mais je ne vais pas la commenter en détail. Simplement vous dire que voilà, finalement, apprendre à lire et à comprendre un texte écrit, et à bien le comprendre, ça nécessite des habiletés, de construire des habiletés qui sont liées au traitement du texte ou du discours continu, et des habiletés qui sont des habiletés fondamentales. Et en fait, ces habiletés de traitement du discours continu, elles se construisent sur ces habiletés fondamentales, mais elles en sont distinctes. Et j'ai mis ici en jaune ce qui concerne strictement la lecture. Vous voyez que ce qui concerne strictement la lecture dans la compréhension d'un texte écrit, c'est évidemment apprendre à lire les mots, à les décoder, à les identifier. C'est ensuite connaître la structure d'un texte écrit, c'est une connaissance sur le langage écrit, hein, et tout ça va construire la fluidité de lecture en contexte, qui elle-même va permettre de comprendre le texte écrit. Mais vous avez encore ici tout un tas d'habiletés dont je vous parlerai dans 2 mois. C'est un petit peu la raison de ce graphique. Je vous parlerai dans 2 mois, qui sont d'autres habiletés de compréhension générale, qui sont communes à l'oral et à l'écrit, mais qui vont fonder, en même temps que l'apprentissage de la lecture, les habiletés de compréhension du texte écrit. Voilà, donc écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop confuse et trop longue, parce qu'on m'a demandé de ralentir de temps en temps.